Wesh les gens, c'est Revive, bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation Mangatech. Et oui, ça fait déjà 4 ans putain que chaque année au mois de mars, puisque c'est à cette période-là qu'était sortie la première, je vous présente ma Mangatech, son avancée, je reviens sur les séries que je trouve stylées, etc. Bref, vous connaissez la formule, alors vous avez pu voir du coup que depuis l'année dernière il y a eu pas mal d'avancées, il y a pas mal de trucs. Je me suis surtout concentré sur l'achat de grosses éditions. Je pense pas qu'il y ait énormément de nouveaux tomes. Enfin, il y en a évidemment, si. Mais c'est surtout au niveau des grosses éditions où je me suis fait plaisir. Où là, on va pouvoir voir quelques trucs assez cool. Donc, évidemment, comme d'hab, je vais pas revenir très longtemps, très longuement sur les séries que j'ai déjà évoquées dans d'anciennes vidéos Mangatech. Voilà, Jojo, on connaît tous, bien sûr. Mais je vais quand même vite fait revenir sur chacune des séries qui composent cette Mangatech pour dire ce que j'en pense très brièvement. Voilà, c'est toujours des petites vidéos cool dans lesquelles je peux parler de manga plus librement et de différents mangas aussi. Voilà, dire tout ce que je pense de plein de mangas qui sont cool, mais dont j'ai pas l'habitude de parler sur la chaîne. Donc voilà, sur des vidéos que j'adore faire. Avant toute chose, peut-être que vous l'entendez au son. C'est vrai que les vidéos Mangatech, c'est toujours assez terrible en termes de son, parce que je filme avec mon téléphone qui a un son pété. Donc du coup, là, ce qui se passe, c'est que j'ai mon micro en main, je me suis arrangé pour mettre mon PC portable à droite, là, sur le petit rebord de ma fenêtre, relié à mon PC, relié à mon micro, je veux dire. Donc ça veut dire que ma main gauche est prise, donc je pourrais pas prendre des tomes, vous montrer des trucs et tout. Ou alors je le calerai quelque part et puis je vais essayer de gérer ça, mais ça va être compliqué. Bref, il y aura un meilleur son au détriment du montrage, euh, de la présentation de cover, voilà, mais c'est pas grave. Bref, écoutez, on va commencer avec l'étagère de gauche. Je sais pas combien il y a de tomes en vrai, je compterai ça après pour le mettre dans le titre probablement. Je pense qu'on est vers les 600 en vrai, à peu près. Ça fait longtemps que j'ai pas compté. De toute façon, ce sera écrit dans le titre. Vous verrez bien ça. Alors du coup, on va commencer à gauche. Alors, déjà en termes d'agencement, je n'ai pas trop parlé, mais c'est n'importe quoi. Voilà, cherchez pas un ordre logique dans ma Mangatech. C'est totalement désordonné à 100% parce que j'essaie actuellement de trouver de la place en faisant des petits stratagèmes comme ça, en calant des tomes sur d'autres, etc. Enfin bref, c'est un peu la merde. Donc du coup, étant donné le manque de place, la manière d'ordonner, de ranger mes tomes, c'est le cadet de mes soucis, disons. Voilà, bref, du coup c'est un peu le bordel, et je les mets seulement où ils peuvent se caser. Bref, tout ça pour dire que Hunter x Hunter Yu Yu Hakusho, voilà l'étage que j'avais déjà avant, mais qui était tout en bas, voilà, et ben maintenant il est passé en haut. Rien de spécial à dire, écoutez, il y a du tome de Hunter x Hunter, du tome de Yu Yu Hakusho. Si, quand même. Yu Yu Hakusho, la dernière fois, j'étais bloqué à 18 tomes. Il me manquait le tome 11 que j'ai réussi à choper, voilà, pour 25-30 balles. Et probablement une semaine après que je l'ai chopé, ils ont annoncé, eh ben, cette édition-là, l'édition Star de Yu Yu Hakusho. Donc du coup, évidemment, j'avais un somme immense. J'ai passé 6-7 mois à essayer de trouver les tomes de Yu Yu Hakusho dans leur ancienne édition, tout ça pour que une nouvelle édition soit annoncée et que l'entièreté de la collection ancienne soit revendue à des prix plutôt corrects sur le bon coin. J'ai énormément le seum. Vous pouvez voir que j'ai commencé à acheter la Star Edition. J'ai pas continué pour la simple et bonne raison que je les ai déjà en fait. Et je trouve que la Star Edition, au-delà d'avoir des covers qui sont assez stylés et une tranche que j'aime bien, eh ben, elle apporte pas grand chose, voilà. Une nouvelle trad, ok, mais c'est pas un grand format. C'est vraiment juste l'intérieur, c'est le même que celui d'avant, à part qu'il y a quelques trades qui changent. Donc voilà, c'est pas pertinent de les acheter pour moi, j'ai un peu le seum, mais c'est vrai que c'est une édition qui est plus belle que l'ancienne. Mais voilà, je vais me contenter de ma vieille édition multicolore un peu moche là, tout en ayant 2 tomes de la Perfect parce que quand même, il m'en fallait. Voilà, un peu le seum pour Yu Hakusho, mais le principal c'est que je puisse la lire en entier. Mais ouais, je l'ai un peu mal pour celle-là, ça me fout un peu le seum. Les nouvelles éditions, c'est toujours ça le problème, hein, ça va ravir les nouveaux et ceux qui ont déjà l'ancienne édition, bah, c'est un peu le seum quoi. Ensuite du coup, on arrive sur Jojo et je vais pouvoir justement continuer dans cette thématique parce que récemment il y a eu les tomes de Golden Wind et Stone Ocean avec les tranches violettes qui ont été annoncées. Alors encore une fois c'est très cool, c'est très bien parce que pour ceux qui ne savent pas pourquoi est-ce que les tomes de Golden Wind et Stone Ocean sont blancs, c'est parce que j'ai lu donc l'ancienne maison d'édition qui éditait les parties 1 à 4 de Jojo avait choisi des tranches blanches. Du coup, Delcourt Tonkam, quand ils ont repris la main, eh ben, ils ont décidé de continuer à faire des tranches blanches pour que ça aille bien dans la mangatech de tout le monde et qu'il n'y ait pas de soucis, quoi. Sauf que ces débiles-là, à Cibol Run, ils ont décidé de suivre comme les japonais, en fait, et de les faire en violet.
Et du coup, quand ils ont décidé de rééditer les anciennes éditions à la place de J'ai lu, ils les ont faites aussi en violette, ce qui fait que ben, on se retrouve avec ces éditions Golden Wind et Stone Ocean qui sont en blanche, qui sont les seules à être en blanche. Et du coup, on va pas se mentir que c'est pas très beau, quoi. Il y en a qui peuvent trouver que ça fait un style, moi je trouve ça pas très beau, qu'il y ait des tranches blanches en plein milieu. Donc oui, du coup, récemment, ils ont annoncé qu'ils allaient sortir des coffrets collector, pour Golden Wind pour le moment en tout cas, avec des tranches violettes, et que toutes les prochaines rééditions seraient rééditées en violet. Donc c'est cool, c'est très bien, c'est une bonne idée. Le problème c'est que pour les mecs comme moi qui ont acheté Golden Wind et Stone Ocean tard l'époque, et on est nombreux, eh ben, on se fait baiser, parce que je pense que autant quand il s'agit de tomes de Demon Slayer, qu'il y en a 2-3 à faire, là oui, ils donnent les anciennes covers, ils donnent les nouvelles covers aux anciens. Là pour 32 tomes, pour 34 tomes pardon, je pense que ça se fera pas. Donc un peu le seum, mais écoutez, c'est pas bien grave, c'est cool pour les nouveaux qui les ont pas achetés. Vous aurez une collection de Jojo toute belle, et c'est cool. Bref, à part ça, il y a pas mal de choses à dire sur Jojo, parce que déjà, vous l'avez remarqué, j'ai terminé, voilà, j'ai absolument toutes les parties, Phantom Blood, Battle Tendency, Stardust, Diamond, Golden Wind, Stone Ocean, Cyberon, Jojo Lion, ce qui n'était pas le cas la dernière fois. Évidemment, c'est une giga prouette, je suis super content d'avoir tous les tomes de mon manga préféré, je peux le relire dans son intégralité quand je veux, c'est trop beau, voilà, je suis super content, gros kiff là-dessus, je suis super content d'avoir enfin tous les tomes de Jojo. Et également, il y a eu quelques petits trucs en plus, voilà, quelques petits goodies à la con, là c'est juste une boîte de pendentifs qui m'a l'air d'être tout sauf officiel, mais ils sont stylés donc c'est le principal, voilà. Collier Flèche Requiem, qu'est-ce que tu vas faire finalement? Et les vrais trucs stylés par contre ils sont ici, à savoir l'Ultra Jump du dernier chapitre de Jojo Lion, ça j'en suis super content. Il y a des images stylées de Stone Ocean à l'intérieur, et le dernier chapitre de Jojo Lion avec sa petite page couleur incroyable. Plus, là il y a des cartes postales qui sont à côté des tomes de Rohan. Je vais pas pouvoir vous les montrer malheureusement, mais elles sont très stylées. Donc ouais, je suis très content d'avoir acheté l'Ultra Jump du dernier chapitre de Jojo Lion. Symbolique, stylé, il y a des beaux artworks. Et ouais, je suis très content de l'avoir en vrai, parce que je pense qu'il va prendre un peu de rareté. Et juste à côté, Rohan au Louvre. Rohan au Louvre, incroyable. C'est une super édition, c'est un super livre. C'est super beau. Voir Araki dessiner aussi bien, avec des aussi grandes pages, des aussi belles pages. Une impression au top, des belles couleurs et tout. Enfin bref, Rohan au Louvre, c'est un banger que tout le monde doit avoir dans sa collection. Que tous les fans de Jojo doivent avoir dans sa collection. Dans leur collection. Au-delà même des tomes de Rohan spin-off comme vous pouvez le voir ici. Non, franchement, Rohan au Louvre, c'est incroyable et je vous conseille tous d'aller le prendre. Gros banger, vraiment. Et du coup, ça, ce sera bientôt rejoint par le Jojo Magazine, avec la fameuse cover trop stylée où il y a Jotaro et Jolene. Il y aura sûrement des infos sur la partie 9 et d'autres trucs. De toute façon, ça sera sûrement déjà passé à l'heure où cette vidéo sortira. Donc vous saurez hein, s'il y a eu des dingueries ou pas. Dans tous les cas, je crois qu'il y aura un chapitre de Rohan, donc ça on est content. En même temps que ça sorte en tome relié, mais on est quand même content. Et puis voilà quoi, voilà. Rien de plus à dire je pense sur Jojo. Bah, peut-être qu'il y aura Jojo Lands qui arriveront bientôt. Il va falloir que je libère une étagère en plus, un étage en plus. Donc ça s'annonce un peu terrible, mais on s'arrangera. Allez, on passe au Dragon Ball qui n'ont pas beaucoup changé de place il me semble. Ou alors si, j'ai oublié. Alors, truc de fou, voilà, je les ai tous. Je l'avais dit, hein, prochaine vidéo Mangatech. En théorie, je devrais tous les avoir, parce que Dragon Ball, c'est toujours la même chose. Chaque année, je me chauffe pour acheter un arc. L'année dernière, on s'était arrêté à Cell, et du coup, il me restait plus qu'un arc à acheter. J'ai acheté les 6 tomes debout d'une traite, il me semble. Je me suis chauffé. Je les ai toujours pas lus. Mais en tout cas, je suis super content d'avoir tous les tomes de DB. Je pense que ces vacances-là, ça va se faire une giga relecture qui va être mais tellement plaisante, parce que Dragon Ball, c'est incroyable. Ce n'est en aucun cas pardon, carré par la nostalgie ou quoi que ce soit. Arrêtez de dire de la merde. C'est fou, voilà, je suis super content. Je pense que je vais vivre un truc incroyable de me relire ça du début à la fin. Et de lire également pour la première fois l'arc Boo en manga, parce que je ne l'avais que vu en animé. Du coup, ça va être cool de découvrir ça. J'ai très hâte. Vive Dragon Ball. Dragon Ball, c'est incroyable. Puis voilà, un jour, je trouverai un endroit pour mettre ces figurines. Les figurines, c'est assez terrible en vrai. C'est pour ça que j'en achète plus trop, même si vous allez voir que il y a eu peut-être quelques petites entorses à la règle qui arrivent plus tard, mais oui. Globalement, je me limite sur les achats de figurines parce que je sais pas où les caler. Et j'attendrai d'avoir un appart avec une étagère vitrée pour mettre les figurines, parce que là, j'avoue que c'est un peu le bordel de retrouver des abominations comme ça, où des belles figurines sont cachées totalement, et c'est assez terrible. Bref.
On passe au One Piece. Je crois pas qu'il y ait des nouveautés par rapport à One Piece. Je sais pas si j'avais pris Thriller Bark ou pas la dernière fois, j'ai un doute. Toujours est-il que j'ai jusqu'à Thriller Bark. Voilà, Thriller Bark c'était stylé. J'ai bien aimé One Piece, c'est très cool. Si j'achète pas la suite, c'est pas parce que j'aime pas One Piece, j'adore One Piece, c'est un plaisir à lire à chaque fois. Mais parce que j'ai d'autres priorités, voilà, mais évidemment, je prendrai Marineford, un de ces quatre, on va se dire ça. Et oui, je suis l'homme le plus long du monde à rattraper One Piece, pas parce que c'est pas bien, encore une fois, c'est incroyable One Piece, mais parce que j'ai d'autres priorités. Et c'est un peu long, voilà, mais je savoure, ça fait 5 ans que je lis One Piece, je suis très lent, mais c'est toujours un plaisir sans nom, j'adore One Piece, et un jour, je serai un jour sur One Piece, c'est bien pour ça que, oui, que tous les tâches du haut est dédié à One Piece, je compte tous les prendre, quand j'aurai plus de place, je les calerai devant, il n'y a pas de problème, ça rentrera sans souci dans la mangatech, les tomes de One Piece, donc voilà, on est très bien là-dessus. Alors là du coup on a un peu l'étage poubelle. Hein, oula j'ai fait une petite saturation, je suis désolé. On a un peu l'étage poubelle. Alors pas qu'il y ait de la merde hein, mais juste des trucs que je sais pas où classer. On a donc un tome d'Actage sur la gauche. Actage voilà, j'en ai déjà parlé. Non, attends ça arrive. Non, oui si j'en ai déjà parlé je crois. Auteur qui a été accusé de je ne sais plus quoi, d'attouchement sexuel ou bref c'est terrible, du coup c'était stop. Et je suis content d'avoir le tome 1 parce que c'est vraiment très bien Actage. J'aurais aimé avoir 2 tomes mais c'est pas bien grave. Ensuite on a les Beastars, voilà, j'en ai déjà parlé. Beast Complex qui est un spin-off de Beastars, vraiment sympa en vrai. Je crois que c'est même... Ah j'ai un doute sur Beast Complex, est-ce que c'est juste un spin-off ou c'est pas le prototype de Beastars? J'en sais rien, mais toujours est-il que c'est des petites histoires qui se passent dans l'univers de Beastars et que c'était vraiment très cool. Après on a Death Note Short Stories, one shot qui regroupe tous les... Enfin tout, je pense pas mal de one shot de Death Note mais je pense pas qu'ils y sont tous. Dessiné par évidemment Takeshi Obata et Tsugumi Oba. Très bien, voilà, il y avait notamment le one shot dont pas mal de joueurs avaient parlé, qui était sorti fin 2020 je crois, ou fin 2019 je sais plus, fin 2020 ouais. Là où on a un héros qui veut vendre le Death Note. Enfin, bref, c'est un super one shot, toutes les short stories de Death Note je les trouve intéressantes et pertinentes. Ça me donne envie de me remettre à Death Note, c'est un univers qui est cool quand même. Malheureusement j'ai perdu la motivation depuis, mais c'était très cool à lire et ça m'a fait plaisir de me replonger un peu dans cet univers. Voilà, après on a Dr Stone, Fairy Tail, IQ, Inazuma Eleven. J'ai déjà parlé de tout ça, voilà. Et à la fin, on a donc les tomes de Persona 4 et Persona 5, Paradise Swords et The Legend of Zelda. J'ai déjà parlé de tout ce qu'il y avait ici, sauf Persona 4, voilà. Je l'ai acheté avant même de faire le jeu, je l'ai toujours pas lu. Parce que je sais que les mangas Persona c'est jamais bien fou. Je le lirai quand même un de ces quatre, histoire de voir les différences par rapport au jeu, etc. Mais je ne compte pas acheter la suite, c'était surtout pour me dire j'ai un objet physique de Persona 4, parce que c'est un jeu tout furieux, et malheureusement pour le trouver en physique c'est un peu complexe, du coup je voulais avoir un objet physique de Persona 4. Donc j'ai acheté le manga, depuis j'ai acheté le CD des OST, donc finalement on est bien. Mais voilà, je trouve que c'est des belles tranches, à côté de P4, ça passe bien, j'achèterai sûrement un manga P3 quand je commencerai le jeu. Voilà, c'est des petits trucs qui font plaisir, voilà, je compte pas les finir, mais c'est cool de voir ça dans sa collection. Bon, on va passer du coup à l'étage central sur lequel il y a quand même quelques petites dingueries, hein, quelques petits trucs assez cool dont je vais pouvoir parler. On va commencer par Demon Slayer. Alors Demon Slayer, je fais partie des gens qui aiment beaucoup Demon Slayer. Je pense que c'est un manga qui mérite pas... Alors... c'est un manga qui a sa communauté, mais il y a des gens qui aiment cracher sur Demon Slayer pour je ne sais quelle raison. Parce que c'est hype, parce que c'est mainstream et parce que c'est pas hyper profond comme shonen. Mais moi je trouve que Demon Slayer, concrètement, alors j'ai pas lu la fin, je crois qu'elle fait débat donc on en reparlera d'ici un an. Moi Demon Slayer, je trouve que tout ce qu'il fait, aussi ambitieux soit-il, dans le sens où c'est pas un manga qui te raconte des trucs absolument exceptionnels, qui a pas une écriture transcendante. Mais tout ce qu'il le fait, il le fait bien, je trouve. Chorégraphie de combat stylée, développement et origin story de personnages très bien écrites. Franchement, on passe un bon moment, c'est, je pense, l'un des meilleurs mangas popcorn qui existent. Ça se lit super bien, les combats sont hyper prenants. Et évidemment, c'est sublimé par l'animé de Ufotable. Le train de l'infini, incroyable, même si bon, c'était un long épisode. Et je suis pas sûr de la pertinence de faire ça au cinéma. Toujours est-il que la fin c'était incroyable, un des meilleurs moments de cinéma que j'ai vécu. Et la saison 2 c'était un truc de fou, voilà. C'était limite encore mieux animé que le train de l'infini, c'est fou furieux, je sais pas ce qu'ils ont, Ufotable, mais ils sont juste trop forts. Qui continuent à détourner de l'argent, y a pas de problème. Si c'est pour faire de telles dingueries, moi je suis preneur, et j'attends qu'une seule chose,
la saison 3, qui adapte pas mon arc préféré, mais qui, Ufotable sont tellement forts qu'ils arriveront à me le faire apprécier, j'en suis certain. Ouais, non, j'aime beaucoup Demon Slayer, c'est très bien Demon Slayer. Évidemment, je préfère largement l'anime au manga, mais le manga reste très prenant, ça s'améliore de tome en tome, les dessins, etc. Et c'est toujours des combats très agréables à suivre, des origines historiques de personnages très agréables à suivre, et des personnages très agréables à suivre au cours de leur évolution. Donc ouais, moi j'aime bien Demon Slayer, c'est un manga qui mérite son succès à mon humble avis. Pas besoin d'être un manga qui traite de sujets philosophiques à 100% et hyper profonds pour avoir un succès tel. Donc oui, c'est cool Demon Slayer. Allez, on passe à Slam Dunk. Alors oui, Slam Dunk, depuis le temps que je veux les acheter. Alors du coup, ouais, Slam Dunk, manga incroyable, franchement, truc de fou, Slam Dunk, vraiment, c'est exceptionnel. Ça fait longtemps que je voulais les acheter, comme j'ai dit, et bah franchement, le seul point négatif que j'ai à dire sur Slam Dunk, bah, c'est leur édition, voilà. Alors, les éditions Star de Kana, c'est une catastrophe. Alors, la mise au point, s'il te plaît. Très bien. Alors oui, les éditions Star de Kana, c'est une catastrophe, faut pas faire ça. Il y en a qui passent à peu près, comme Yu Yu Hakusho, ou celle de... comment ça s'appelle, de Shaman King, qui sont juste correctes. Mais celle-là est vraiment immonde, genre vraiment. Je sais pas qui chez Kana a dit que le rouge sur fond gris était une bonne idée, mais le fait est qu'on ne voit rien, que les covers sont séparés par les... Enfin, les tranches sont séparées par les covers qu'on voit. Bref, c'est une catastrophe cette édition, c'est vraiment dégueulasse. Et ça me fout le seum parce que l'édition japonaise est belle, et les covers sont belles, mais voilà, c'est un peu gâché par cette édition. Mis à part ça, c'est un manga absolument divin, Slam Dunk. Probablement le meilleur manga de sport que j'ai lu. Vraiment, c'est fou. C'est super bien dessiné. Il y a un peu de furio dans certains tomes. Ça me régale. J'adore le trait de dessin. C'est hyper dynamique. Franchement, j'ai jamais vu des matchs d'une telle intensité dans n'importe quel manga de sport. Et je pense que Slam Dunk a l'une des meilleures fins de tous les shonen. Tout simplement, je trouve ça juste brillant, la fin de Slam Dunk. Je vais pas la spoiler ici, mais je trouve ça brillant. Voilà. C'est un parti pris qui est assez osé, qui fera sûrement débat, mais qui est, je trouve, absolument brillant, et dont beaucoup de mangas de sport devraient s'inspirer pour leur fin, parce que vraiment c'est juste trop fort, et c'est ça que devrait être une fin de manga de sport réussie selon moi. Bref, Slam Dunk incroyable, lisez Slam Dunk, même si vous en foutez du basket, même si vous en foutez des furios, lisez Slam Dunk, vous kifferez le basket et vous kifferez les furios, voilà. Et oui, du coup j'en ai que 12, parce qu'en fait c'est un pote qui m'avait prêté les Slam Dunk, et je les reprends par moi-même, parce que c'est tellement un manga qui m'a marqué que je veux les avoir dans ma mangatech. Mais ça prend un peu de temps parce qu'ils sont chers, pour pas grand chose, des fois même. Je vous ai déjà dit que je mets pas les Star Edition de Kana. Mais oui, Slam Dunk c'est incroyable, je les aurai tous un jour et je relirai ça avec un énorme plaisir. Allez, on passe à SNK, et putain de merde, SNK. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est que SNK, genre, putain. Oh là là. Alors oui, vous pouvez voir déjà que j'ai une figurine d'Eren, voilà, incroyable, elle m'a été offerte. Mais elle est trop stylée, j'aime beaucoup cette figurine. Elle a aucun défaut, vraiment, elle est parfaite, elle est très classe. Et je trouve qu'elle va magnifiquement bien devant mes tomes. Bon alors SNK, faut qu'on en parle un peu. Faut qu'on parle d'SNK, genre. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est, en fait, genre. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que c'est que SNK? Est-ce que vous pensez que nous, simples mortels, on mérite SNK, en fait? Moi, je vous pose la question, voilà. Alors, je pense que vous l'avez compris, je fais partie de ceux qui défendent SNK corps et âme, qui défendent la fin de SNK corps et âme. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris la fin de SNK, qui n'ont pas compris le personnage d'Eren, et qui donc en ont tiré des conclusions hâtives fausses, tout simplement. Je vais pas expliquer ici pourquoi, parce que tout le monde n'est pas à jour sur SNK. Mais en tout cas, si vous êtes en train de lire SNK ou de regarder SNK, n'écoutez pas ce que les gens disent sur la fin. Attendez-vous de vous faire votre propre avis. Peut-être que ça ne vous conviendra pas, mais moi en tout cas, ça m'a énormément plu. Et je trouve que c'était vraiment l'une des meilleures manières de conclure l'œuvre. C'était vraiment genre une fin douce amère, qui est vraiment très bien amenée, je trouve. Bref, si vous voulez, on peut en parler, mais pas ici. Un jour quand je serai en stream, je parlerai de la fin de SNK si vous voulez. Mais là en tout cas c'est pas le moment pour, parce que tout le monde n'est pas à jour. Mais bref, SNK incroyable. Moi je trouve que c'est une bonne idée, étonnamment, que le tome 34 prenne le parti pris d'avoir une cover différente, enfin une tranche différente du coup amenée par la cover, qui fait l'entièreté du tome. Voilà, c'est une cover où on voit tous les personnages enfants, que ce soit Mar, Eldien, ce que tu veux, en train de courir vers le soleil, vers le grand arbre, tout. Enfin bref, c'est une cover qui est pleine de symbolisme, et qui je trouve passe bien pour terminer la collection, voilà. J'aimerais bien un jour tous les avoir,
Je sais pas où est-ce que je les calerais, mais j'aimerais beaucoup avoir tout SNK parce que c'est quand même un manga absolument incroyable. L'un des mangas préférés qui est parfaitement écrit du début à la fin. Sincèrement, c'est incroyable. Voilà, vive SNK. Et pour ce qui est de l'animé, je trouve que MAPPA se sont vraiment surpassés de fou pour la saison 4 partie 2. Évidemment, je ne cautionne pas ce que font les hauts placés de chez MAPPA. Évidemment, je trouve que les délais sont honteux et que c'est vraiment ni fait ni à faire, faut pas faire ça. Mais voilà, le fait est qu'avec le peu de temps qu'ils ont eu, la pression qu'ils ont eu, etc., ils ont réussi à faire un rendu absolument honorable, vraiment pour le temps qu'ils ont eu, ce qu'ils ont réussi à nous livrer, c'était exceptionnel. Je pense notamment aux épisodes, aux 3 épisodes, faut que je fasse gaffe à pas spoil parce que tout le monde n'est pas à jour. Mais les 3 épisodes de la partie 2 qui déclenchent ce que vous savez, qui étaient absolument magistraux, vraiment. Tout ce qu'on pouvait attendre d'une mise en scène pour ce genre de scène, j'avais des frissons. On sentait vraiment que c'était le basculement vers la fin, un changement d'air total, le désespoir et tout, enfin bref, incroyable. Évidemment, il y a quelques épisodes qui ont des plans un peu statiques, mais globalement, il y a un gros glow-up sur cette partie 2 de SNK par rapport à la première. C'est mieux animé, la CGI est plus propre, il y a moins de CGI, la mise en scène a fait un sacré bond en avant, les character design aussi, enfin bref, c'est top. On a un bon animé, évidemment c'est moins bien quit, mais ça reste honorable, franchement, surtout quand on prend en compte le fait qu'ils avaient si peu de temps et une telle pression, enfin bref, je suis content d'SNK, franchement je suis content de la fin, je suis content de l'état de l'animé, je suis pas aigri, voilà, hâte de voir comment ça va se terminer, est-ce qu'ils feront un film, j'espère, est-ce qu'ils feront une partie 3 en peu d'épisodes, j'espère pas, toujours est-il qu'on va devoir attendre, et plus longtemps on attendra pour avoir la fin en animé, mieux elle sera, et plus les gens seront aptes à retourner leur veste quant à la qualité de cette fin. Bref, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire sur SNK, un peu long, mais je tenais à y revenir, parce que le manga s'est conclu depuis l'année dernière quand même. Donc oui, SNK c'est incroyable. Et là, on passe à l'étage incroyable, alors qui... Enfin, incroyable. Hop, je vais juste régler ça parce que la tranche dépasse un peu. Étage incroyable à en devenir, voilà, avec les tomes de Dragon Quest. La quête de Dai, Dragon Quest The Adventure of Dai, Dragon Quest Dai no Daiboken, tu appelles ça comme tu veux. Alors, il est temps de mettre fin à la plus grande injustice de tous les temps. Ça fait 1 an et demi, depuis octobre 2020 je crois, qu'on a un des meilleurs shonen de tous les temps, qui passe hebdomadairement à 10h ou 9h du matin sur ADN, sur Crunchyroll, ce que tu veux. Et les gens font les aveugles, genre, est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est, Dai, genre, on a le droit à un shonen incroyable chaque matin, chaque samedi matin je me réveille, je suis là, je vois des personnages qui évoluent d'une manière incroyable, des combats animés par la Toei, mais genre, t'as jamais vu la Toei animer des trucs aussi bien, c'est trop bien écrit, il y a des personnages absolument exceptionnels, genre, Pop, voilà, dont j'ai une figurine ici présent, Baran, Adlar, enfin, c'est un des meilleurs shonen de tous les temps, sincèrement, et je ne peux que vous inviter à regarder parce que vraiment, il y a trop peu de hype pour la qualité de cet animé. Et vraiment, ça me désole de voir que chaque samedi matin, personne ne parle de Dai, alors que putain, c'est vraiment exceptionnel, faites-moi confiance. Il ne faut pas avoir joué nécessairement à Dragon Quest pour comprendre l'univers, pour comprendre le manga. C'est un plus, voilà, il y a des références à Dragon Quest qu'on peut comprendre en ayant joué au jeu, et ça fait plaisir de les avoir, mais c'est en aucun cas nécessaire. Donc oui, je ne peux que vous inviter à regarder Dai. Vous n'accrocherez peut-être pas dès le début, mais dès l'épisode 5, vraiment, il se passe des dingueries monumentales. T'as rarement vu ça dans un shonen, t'as rarement vu une telle paire de couilles dans un shonen. Et voilà, franchement, c'est un shonen qui est presque parfait. J'ai quasiment rien à redire sur Dai. L'animé est d'une qualité incroyable. Les personnages évoluent d'une manière folle, c'est pas manichéen. Vraiment, c'est bien plus profond que ça en a l'air. Un des shonen Neketsu qui raconte le plus de trucs à mon humble avis. Notamment à propos de l'amour et de son traitement. J'ai rarement vu un tel traitement dans un shonen Neketsu, c'est juste trop bien amené. Enfin voilà, Dai c'est incroyable, et pour ce qui est du manga, écoutez, j'ai presque fini de lire les 2 tomes, j'étais en train de lire le 2e tome là avant de faire la vidéo, je l'ai presque fini. Et franchement, le manga est très cool aussi, hein. C'est un peu plus Dragon Ballesque dans l'humour, il y a des vannes de cul, il y a des vannes un peu débiles qui ont été un peu censurées dans l'animé. À part ça, la censure dans l'animé ça va, franchement le sang est là, globalement tout va bien. Simplement, oui voilà, les blagues de cul ont un peu été censurées dans l'animé. Mais le manga est très cool, c'est découpé vraiment très bien, c'est très dynamique, c'est un gros plaisir à lire. Et je vais tous les acheter parce que je suis tombé amoureux de cet animé vraiment, et de ce manga par la même occasion. Donc oui, alors pour ce qui est de l'édition Delcourt Tonkam, eh ben les tranches, quand je les ai vues en photo il y a de ça
quelques mois quand ils avaient annoncé l'édition. J'étais pas convaincu, je trouvais qu'il y avait trop d'éléments, que c'était un peu fouillis. Et en effet c'est le cas, mais étonnamment je trouve que IRL ils rendent plutôt bien. Les tranches sont assez stylées. Et quand on les aura tous, je pense que ça rendra vraiment, vraiment bien pour le coup. C'est le petit défaut. Enfin non, en vrai il y a quand même quelques petits défauts dans cette édition là. Bon déjà, elle est très lourde en termes de poids. C'est pas un défaut mais je tenais à le souligner, c'est assez perturbant quand tu les prends en main. Tout simplement parce que le papier est glacé, l'entièreté du papier à l'intérieur est du papier glacé, ce qui est très bien. Mais les vrais défauts, c'est que bon déjà, en tant que MMI, voir que l'écriture passe sur le logo bleu alors qu'ils auraient pu juste y mettre en bas, en y décalant de quelques centimètres vers le haut, ça me trigger, voilà, c'est un peu honteux. Et surtout, la traduction, alors il n'y a pas de problème avec la traduction en tant que telle, enfin pour la plupart des mots, mais pour la traduction des techniques, pour la traduction des sorts, pardon, c'est un peu complexe, c'est-à-dire que bon, déjà que on peut parler longuement des choix de traduction qui ont été faits par Square Enix dans les jeux Dragon Quest. Là en fait, Super Flamme, donc Super Flamme, je pense que je dis ça, tout le monde comprend de quoi il s'agit en tant que sort. Et ben ils vont écrire sort de feu, voilà, entre parenthèses, Super Flamme. Et à chaque fois, dans les 2 tomes là, dans les 600 pages que composent ces 2 tomes, presque 700 même, à chaque fois c'est ça. Alors quand tu l'écris une fois pour te faire comprendre que Super Flamme c'est sort de feu, bon d'accord, mais quand tu le réécris à chaque fois, surtout qu'il y a différents niveaux, il y a flamme, super flamme, méga flamme. Et à chaque fois ils écrivent sort de feu, entre parenthèses, insérer nom du niveau du sort. C'est insupportable, on nous prend pour des cons, j'ai l'impression. Et ça rend la lecture absolument pas fluide, je ne comprends pas les raisons de cette traduction. S'il vous plaît d'être courton-cam, arrêtez de faire n'importe quoi. Vous aimez faire n'importe quoi, alors arrêtez s'il vous plaît. Surtout que l'édition en dehors de ça, elle est quali de fou quoi. Enfin bref, c'est quand même une édition cool. Je vous invite à les acheter si vous avez aimé l'animé. Et je vous invite à aller regarder l'animé si ce n'est pas déjà fait. Voilà, parce que c'est bien dingue. Bon, DBS, rien à dire, hein, j'ai rien acheté de plus pour DBS. Le film super-héros, bon, écoutez, je suis un peu hypé parce que Gohan, parce que Goten, Trunks sont grandis, tout ça. Je pense qu'en termes de scénario, il y aura quelques petites dingueries et j'ai très hâte de voir ça. J'irai le voir Day One évidemment. Après voilà, on peut rien changer à la CGI, ça restera de la CGI et malheureusement je trouve ça vraiment pas beau. Enfin, ça passe, c'est pas de la mauvaise CGI. Elle est même plutôt belle, mais c'est pas ce que je recherche dans un film Dragon Ball. Genre, vraiment, Dragon Ball Super Broly avait une DA parfaite. Elle était parfaite, la DA de Dragon Ball Super Broly. C'était super beau, super bien animé, sa mère, la hype était à son comble. Là, il n'y a aucune hype pour DBS Super Broly. Pour DBS Super Broly, je suis malade mental, pour DBS Super Héros. J'ai l'impression qu'il n'y a aucune com, que personne n'est hypé par le film, à part les fans hardcore. Parce que bah c'est moche, voilà, genre, enfin encore une fois c'est pas moche, mais c'est pas ce que j'attends d'un film Dragon Ball. Ils avaient un truc parfait, ils ont décidé de tout changer pour je ne sais quelle raison, pour un rendu qui est correct, mais qui est vraiment pas ce que j'attends d'un film Dragon Ball. Donc on va aller le voir, parce que je pense qu'en termes de scénario, il y aura peut-être quelques petites dingueries, à part s'ils font revenir Cell, là je vais m'énerver. Mais en tout cas, visuellement, on n'aura pas la même claque qu'avec DBS Super... avec DBS Broly, j'ai du mal, hein. J'ai du mal avec ces noms, Dragon Ball Super, Super Héros, c'est insupportable à dire. Donc voilà, je suis curieux, mais je suis un peu déçu. Et j'espère que ça fera office de simple test et que ça sera pas la norme pour les films Dragon Ball à venir, hein, qui vont redonner la DA à Shintani, voilà, hein, et qui oublieront cette idée de CGI absolument terrible, voilà. Fullmetal Alchemist, voilà, rien de plus à dire, j'en ai déjà assez parlé dans toutes les vidéos Mangatech, un de mes shonen préférés, incroyable. Lisez, regardez Fullmetal Alchemist, que ce soit Brotherhood 2004, ce que tu veux. Dans tous les cas, c'est incroyable, même si Brotherhood c'est évidemment mieux. GTO pareil, un des meilleurs mangas type Furio, on va dire. Même si, ouais, non, c'est un peu du Furio quand même. Hein. Ouais, je pense que je le considère là-dedans. GTO c'est incroyable, voilà, c'est pas juste fun. Ça raconte des vrais trucs et ça le fait admirablement bien. Ça fait longtemps que je veux lire Young GTO. Malheureusement, ce qui me rebute, c'est déjà que ça coûte cher. Et que je saurais pas où les caler, j'ai pas la place. Mais Young GTO, ça me hype à un niveau incroyable. J'ai envie de lire Young GTO. Ça a l'air absolument fou. J'adore les Furios. Et découvrir la jeunesse de Nizuka qu'on nous tease tellement dans GTO, ça me hype à un niveau incroyable. Donc j'espère que j'aurai l'occasion un jour de lire Young GTO. On continue du coup en parlant de Furio avec Tokyo Revengers. Alors Tokyo Revengers, il y a eu l'animé entre temps, donc on peut en parler un peu. Moi je trouve que c'est un animé qui est vraiment... Bon, c'est le strict nécessaire de ce que tu peux faire pour un animé, quoi. C'est pas moche, c'est pas mauvais, c'est vraiment correct, quoi. Il y a rien de fou, c'est pas un animé qui est transcendant, c'est animé correctement, voilà, il y a des scènes qui le sont plutôt bien, d'autres qui sont pas folles du tout. Dans le global, ça va, voilà, ça va.
J'ai bien kiffé suivre ça chaque semaine parce que ça m'a rappelé un peu des trucs par rapport à Tokyo Revengers que j'avais oublié et qui étaient vachement cool. Voilà, j'ai kiffé suivre ça chaque semaine, mais c'était vraiment un divertissement un peu con. Voilà, l'anime Tokyo Revengers, il est sympa, j'ai envie de te dire, il est à l'auteur du manga, quoi. C'est un manga popcorn un peu basique, qui a des dessins basiques mais qui fonctionnent. L'anime, finalement, il reprend cette formule-là et c'est tout, quoi. Je veux dire, je pense pas qu'on pouvait avoir un meilleur anime que ça pour TR. Enfin, si, on peut toujours avoir un meilleur anime que ça. Ils auraient pu sublimer le truc comme Demon Slayer ou quoi, faire des chorégraphies de combat incroyables. Mais pour le coup, bon, bah, le manga ressemble à ça. L'anime, c'est pareil, voilà, il n'y a rien de transcendant dans les dessins du manga. C'est pareil pour l'anime, ça te transmet ce que ça veut transmettre. Puis voilà, quoi, c'était cool. Mais on n'attend pas grand-chose, quoi. Voilà. Et du coup, pour le manga, du coup, je suis la parution FR depuis longtemps, j'ai toujours pas cédé au scan. J'avais cédé au scan fut un temps pour lire l'arc du tome 9 à 16, je crois, un truc comme ça. L'arc avec Taiju. C'était cool, hein. Et Tokyo Revengers, moi j'aime bien en vrai, j'aime bien TR, c'est un manga popcorn en vrai, qui marche super bien. C'est super prenant, c'est vraiment l'une des plus grandes qualités de TR, c'est que c'est hyper bien rythmé en fait. Il y a toujours un truc, toujours un petit twist qui fait que tu as envie de continuer ta lecture. Je veux dire, à chaque fois que Takemichi retourne dans le présent, il y a toujours une dinguerie qui se passe. Et là, t'es en mode putain, comment est-ce que c'est arrivé, comment est-ce qu'on en est arrivé là, comment est-ce qu'il va régler le truc. Et ouais, c'est super prenant. Bon, c'est pas le manga le plus profond de tous les temps. C'est pas le manga avec les meilleurs combats de tous les temps, loin de là. Mais c'est hyper prenant, c'est bien rythmé, les chara designs sont assez stylés. Et en vrai, l'arc qui débute au tome 16 ou au tome 15, je sais plus, qui est l'arc Tenjiku, il me semble, tout le monde me le vend comme un arc de fou, et ça a l'air d'être le cas. Voilà, ça a l'air d'être vraiment bien l'arc Tenjiku, donc j'ai hâte de le découvrir. À skip, la fin, ça devient n'importe quoi, et Wakui ne s'est pas arrêté au moment où il aurait dû arrêter, donc c'est un peu dommage. Mais pour l'instant, je vais me contenter de suivre l'arc Tenjiku en parution FR, à attendre les tomes, et à kiffer ma race, parce qu'à skip, c'est trop bien. Et après, on verra la tournure que ça prendra, mais je pense que j'irai jusqu'au bout, sauf si vraiment c'est vraiment nul à chier. Mais j'ai hâte aussi de voir pourquoi est-ce que les gens trouvent ça si nul. Comment est-ce qu'un manga qui débutait si bien peut autant se ratatiner par appât du gain, j'imagine. On verra ça, mais en tout cas, au stade que vous voyez actuellement, au tome 16, TR, c'est presque à sans faute, c'est très bien. Et voilà. Bon, on a fini avec l'étagère du milieu, voilà. Très cool, en vrai, je suis content. Il y a quelques petites dingueries, j'ai pu parler de nouveaux trucs, d'anciens trucs qui ont eu une fin ou qui ont eu des événements en rapport avec l'actualité, donc c'était cool. Maintenant, on va passer à la dernière étagère et je pense que c'est celle sur laquelle je vais rester le plus longtemps. Parce que ouais, il y a de la dinguerie, il y a des choses à dire sur beaucoup de choses là-dedans, notamment sur cet étage-là. Putain, vous vous rendez pas compte de l'ampleur de cet étage-là. Mais avant tout, le premier, alors rien de bien spécial à dire sur le premier. C'est l'étage de Kakizaki, l'étage de Parasite, j'en ai déjà parlé. Je sais pas si j'ai parlé de la fin de Parasite, parce que je sais pas si tous les tomes étaient sortis à l'époque. Toujours est-il que Parasite c'est trop bien, voilà, je l'ai relu récemment, c'est un énorme banger. Je trouve que le manga est encore mieux que l'animé. Rainbow, Green Blood, j'en ai déjà assez parlé, voilà, grosse dinguerie. Kakizaki dessine super bien. Je sais pas si c'est un très bon scénariste, mais en tout cas en tant que dessinateur il est très bon. Et quand il est avec George Abe pour Rainbow, ça fait un des meilleurs mangas de tous les temps et un de mes mangas préférés. Je sais qu'il a commencé un truc qui s'appelle Yumetsugurui, ou je sais plus c'est quoi exactement, qui a l'air d'être un peu Lovecraftien, ou un peu Heroic Fantasy, un peu sombre, un peu Bloodborne-esque, enfin je sais pas. C'est assez spécial, je sais pas à quoi ça ressemble exactement. Ceux qui ont lu le nouveau manga de Kakizaki, ceux qui le suivent chaque semaine ou chaque mois, je sais pas. Vous pourrez me dire ce que vous en pensez, moi ça m'attire un peu. J'ai un peu du mal avec les mangas de Kakizaki quand il est seul, je trouve pas que c'est un très bon scénariste. Mais ouais, je trouve que visuellement, il y a un délire sur ce nouveau manga là. Ça a l'air de partir sur un autre délire. Et ça peut être cool, donc voilà, ceux qui ont lu le nouveau manga de Kakizaki, ceux qui le suivent à chaque chapitre, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, en vrai ça m'intéresse. Et j'espère évidemment que ça sera édité en France, en vrai je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Kakizaki est beaucoup édité en France, donc je pense qu'on y aura droit. Et par contre, élément vraiment intéressant de cet étage-là, c'est les Blue Giant suprêmes. Alors Blue Giant, j'en avais parlé dans une vidéo il y a de ça, un an et demi, pour dire à quel point c'était un manga incroyable. Alors les tomes de Blue Giant, on me les avait prêtés, mon pote Costi me les avait prêtés, et Blue Giant suprême, je les ai achetés parce que je voulais avoir du Blue Giant dans ma bibliothèque, tant c'est fou. Blue Giant suprême, c'est donc la suite de Blue Giant qui ne se passe pas au Japon, mais en Europe. Donc Blue Giant, un manga de saxophone, pour ceux qui ne connaissent pas, un manga de jazz. Plus largement, un manga qui applique tous les codes du manga de sport, mais à la musique, et c'est trop bien Blue Giant. J'étais pas fan de Blue Giant Supreme au début,
Mais là, ça prend une tournure qui est vraiment bien. Voir un manga qui se passe en Europe, avec des personnages non japonais, qui parlent de jazz et tout, enfin, c'est hyper rafraîchissant. Et je trouve que vraiment, ça se démarque pas mal de Blue Giant par bien des points. C'est très original, c'est très rafraîchissant. Ça aborde le jazz sous un autre angle qu'on n'avait pas vu dans Blue Giant. Et ouais, c'est trop bien, c'est un gros kiff de lire ça à chaque fois qu'un tome sort. Lisez Blue Giant Suprême. Et j'ai hâte de voir comment tout ça va se terminer, parce que je crois qu'il n'y aura que 11 tomes. Donc il en reste 4, ça va être trop bien. Vive Blue Giant, voilà, tout simplement. Et là, ça y est, on passe à l'étage qui me hype le plus. Un étage absolument incroyable qui est rempli de Junji Ito et d'autres dingueries Lovecraftiennes et horrifiques. Alors voilà, je suis en train de préparer une vidéo sur Junji Ito en ce moment. Elle devrait sortir bientôt, d'ici un mois je pense. Le montage est fait à peu près au tiers, un peu moins du tiers, mais on y est presque. Ça avance bien, ça prend forme. Une vidéo qui revient sur l'œuvre de Junji Ito, ses inspirations, son style de dessin, son style d'écriture, son style de récit, ses œuvres majeures, ce que ça raconte, etc. Enfin bref, une vidéo bien documentée sa mère, qui va être vraiment très très cool, je l'espère. Bonne grosse vidéo d'1 heure. Donc j'aurai largement le temps de revenir sur Junji Ito. Rapidement, qu'est-ce que c'est que Junji Ito? C'est un auteur de manga d'horreur qui fait des dingueries absolument dingues. Voilà, alors j'ai tous les mangas qu'il a édités en France, enfin qui ont été édités en France par Mangetsu et Delcourt Tonkam récemment, parce qu'évidemment il y a eu plein de mangas d'Ito qui ont été édités avant mais qui sont maintenant trop onéreux et impossibles à trouver, donc du coup je les ai tous. Il manque le tome 2 des chefs-d'œuvre parce que je l'ai prêté, mais je le possède également, il est entre Sensor et les chefs-d'œuvre tome 1 normalement. Donc ouais, Ito c'est quoi? C'est des idées graphiques absolument incroyables, une maîtrise du suspense juste folle, une véritable ode à l'être humain et à la peur, quoi. Enfin, c'est fou, Junji Ito, vraiment. Je vais pas m'attarder là-dessus 40 ans parce qu'il y aura une vidéo dédiée qui va sortir. Et je pense que je dirai tout ce que je pense, tout le bien que je pense de Junji Ito. Lisez Junji Ito, voilà, commencez par le tome 1 des chefs-d'œuvre ou par Spiral, je pense. La meilleure porte d'entrée. Spiral, c'est probablement un de mes mangas préférés de tous les temps. C'est légendaire, Spiral, vraiment, c'est super bien écrit. Il y a plein d'idées graphiques terrifiantes. Perturbante mais incroyable à la fois. Ça raconte des vrais trucs, la fin est magistrale. Et c'est pareil, la déchéance d'un homme qui arrive juste après, qui est déjà un manga qui a un contexte d'écriture. Enfin, c'est un manga qui se base sur un roman qui a un contexte d'écriture absolument terrifiant. Et le manga l'est tout autant, ça retranscrit des émotions humaines très puissantes comme la dépression, la peur, sombrer dans la folie, enfin bref, la déchéance d'un homme, c'est fou. C'est un des mangas qui m'a le plus touché de toute ma vie, vraiment, c'est très fort, c'est très dur psychologiquement, c'est très éprouvant. Mais qu'est-ce que c'est fort, qu'est-ce que c'est bon, bordel. Bref, Junji Ito, sans aucun conteste, mais de si loin, ma meilleure découverte de l'année passée. Et je n'ai qu'une hâte de lire tout ce que vont éditer Mangetsu en rapport avec Junji Ito, notamment Frankenstein, Soichi, machin, c'est des trucs qui me hype énormément, de voir comment est-ce qu'il a réussi à refaire sa vision du mythe, et j'ai envie de découvrir le personnage de Soichi qui a l'air d'être très cool au sein de l'univers de Junji Ito, donc ouais, j'ai très hâte, ça va être dingue. Lisez du Junji Ito, toutes ses œuvres sont incroyables, même Sensor, qui est assez spécial, raconte des trucs assez fous, bref, lisez du Junji Ito, vous ne le regretterez pas, c'est dingue, voilà. À côté de ça, du coup, on a l'école emportée. Alors, Kazuo Umezu étant la principale inspiration d'Umezu, étant donné que j'en parle dans ma vidéo sur Junji Ito, je me suis dit que j'allais quand même acheter le tome 1 de l'école emportée. Je ne l'ai pas encore lu, je m'attends à une dinguerie absolue qui me fera instantanément acheter les 6 ou 8 tomes qui composent la série, parce que je sens que ça va être dingue déjà de voir les inspirations d'Ito et de voir cette œuvre qui a l'air d'être vraiment exceptionnelle. Je suis tombé amoureux des mangas d'horreur en fait tout simplement, donc du coup je vais lire tout ce qui existe en France et tout ce qui est à ma portée, à commencer par Umezu, le maître de l'horreur avant que Junji Ito ne lui succède, et j'ai très hâte de découvrir ça, je pense que ça va être dingue. Déjà que le synopsis me parle énormément, je pense que ça va être vraiment fou. Et du coup, après ça, on a... mes transitions sont terribles. Genre, c'est toujours et du coup. C'est vraiment nul à chier. Mais c'est pas grave, écoutez, on n'est pas là pour faire des vidéos écrites de fou. Voilà. Bref. Alors là, du coup, on a les tomes de Lovecraft, des romans de Lovecraft, des nouvelles de Lovecraft, dessinés par Gutanabe, un autre mangaka d'horreur
que j'aime énormément, que j'ai découvert grâce à ça et que j'ai beaucoup kiffé. Alors, Lovecraft, vous avez vu qu'il y a aussi du Lovecraft juste à côté, là, qui sont des romans. Je ne savais pas où les caler, alors je les ai mis dans ma Mangatech. Écoutez, on verra peut-être que plus tard j'ouvrirai une bibliothèque avec que des romans, parce que je commence à beaucoup m'y mettre aux romans. Lovecraft, j'ai eu envie de lire du Lovecraft après Bloodborne, après Alt 236, après Junji Ito et mes recherches sur la vidéo, parce que c'est un univers qui me fascine, qui m'attirait énormément. Et en effet, Lovecraft, c'est incroyable, vraiment. Lisez du Lovecraft, c'est dingue. En termes d'horreur, en termes de réflexion sur l'être humain, c'est juste trop trop fort. Et du coup, j'avais envie d'acheter les versions. Alors, j'ai d'abord lu les deux Lovecraft qu'il y a ici, qui sont donc Innsmouth et Cthulhu, voilà, Cthulhu, mais ça se prononce Cthulhu, il me semble. Et du coup, après les avoir lus, j'ai lu. Alors, j'ai pas encore lu Innsmouth, mais j'ai lu du coup Lovecraft par Gutanabe, en l'occurrence Cthulhu, qui se trouve là-dedans. Voilà, il y en a deux. Il y a l'appel de Cthulhu et celui qui hantait les ténèbres. Et en fait, ce qui est assez fascinant, en fait, c'est que j'avais envie de voir comment est-ce que des horreurs, les horreurs que décrit Lovecraft, qui sont des choses un peu expérimentales, enfin, qui sont des choses qui sont difficiles à imaginer, en fait, qui sont décrites par Lovecraft, mais qui sont tellement au-delà de toute imagination humaine que tu as du mal à te les représenter. Enfin, aussi, justement, c'est ton imaginaire qui va se créer l'image de ce qu'il décrit. Et du coup, les voir mis sur papier par un mangaka, j'avais très envie de voir comment ça rend. Et du coup, c'est très cool. Gutanabe, il dessine vraiment super bien. Il y a des planches qui sont magnifiques à couper le souffle, qui sont vraiment une porte vers un monde imaginaire absolument incroyable. Cependant, je recommande malgré tout de lire les romans, les nouvelles de Lovecraft, avant de lire le manga, pour que d'abord vous vous fassiez votre représentation de ce que vous voyez, de ce que Lovecraft vous décrit, de ce qu'il essaie de vous faire passer, parce que c'est avant tout ça, Lovecraft, et après de voir l'interprétation qu'en a Gutanabe, qui n'est pas universelle, qui ne fera pas l'unanimité, mais qui est intéressante, qui est pertinente à voir et très enrichissante à découvrir. Mais voilà, ne lisez pas les mangas avant, parce que ça vous donnerait une représentation définie de ce que veut raconter Lovecraft, alors que c'est mieux de se l'imaginer par soi-même, à mon humble avis. Mais je vous invite, si vous aimez Lovecraft, si vous avez lu les romans originaux, à lire les adaptations manga de Gutanabe. C'est un super complément qui permet en plus d'éclaircir certains points de l'intrigue qui ont été un peu... qui seraient un peu difficiles à comprendre, vu que c'est fait visuellement. Donc ouais, trop bien, j'ai hâte de lire Innsmouth et celui qui hantait les ténèbres une fois que j'aurai lu la nouvelle de Lovecraft. Je suis tombé dans un univers incroyable avec Ito, Umezu, Lovecraft, tout ça. Je suis devenu fan des récits d'horreur et je ne ferai que développer ma culture à ce propos. Enfin, des récits d'horreur et même plus largement les romans et tout, parce que La Déchéance d'un homme, le roman, je l'ai acheté, je vais le lire. Je pense que ça va être une énorme claque et j'aurai peut-être le temps d'en reparler l'année prochaine si ce sera lu d'ici là, même si je pense qu'il y a de fortes chances. Donc ouais, Ito, Umezu, Lovecraft, tout ça, ça me fascine. J'en parlerai assez dans la vidéo sur Ito de ces trois hommes. Et ouais, très content de les avoir. C'est toutes des éditions qui sont super belles. Beaucoup de hardcover, de simili-cuir pour les romans de Lovecraft version manga par Gutanabe. C'est super cool, c'est super beau, c'est incroyable. Voilà, lisez du Ito, lisez du Lovecraft, lisez du Umezu. Bon, c'était un peu long, mais fallait que j'en parle parce que c'était vraiment la plus grande découverte de l'année en termes de manga pour moi. Donc je me devais d'être assez exhaustif là-dessus. Maintenant, pour ce qui reste sur cette étagère, il y a les tomes de Vagabond. Je m'étais déjà expliqué, Vagabond c'est incroyable. J'ai un peu la flemme de lire les autres parce qu'ils sont chers et que j'ai le seum de me dire qu'il n'y aura pas de fin. Mais en vrai, je me dis que le plus important c'est l'arrivée, enfin le plus important c'est le voyage dans ce genre de manga. Et la fin c'est secondaire, hein, on l'a vu avec Berserk. Donc j'achèterai les Vagabonds un jour quand j'aurai de l'argent, parce qu'ils sont horriblement chers pour rien, mais je pense que c'est une œuvre de fou furieux. Les fans de Takeshi Inoue ne manquent pas de le rabâcher à longueur de temps sur Twitter. Et je pense que vous avez raison, Vagabond, je pense que c'est fou. Les 4 premiers tomes que j'ai lus étaient fous, et je pense que ça ne représente rien en comparaison avec ce qui arrive plus tard. Donc ouais, je lirai Vagabond, mais pas maintenant, quoi. Et après ça, on a donc City Hunter. Alors là, c'est trois grosses éditions, je ne sais pas où caler. City Hunter, voilà, j'ai acheté le tome 1, j'avais lu tout le manga avec une vieille édition, mais je voulais avoir un tome qui m'appartient, donc j'ai acheté le tome 1. Je crois d'ailleurs qu'ils font une réédition de City Hunter encore. Je vois pas l'intérêt, celle-ci est déjà très très belle, très très bien. Je vois pas l'intérêt de refaire une perfecte par-dessus la Deluxe, mais bref. Et après ça, du coup, on a The Ghost in the Shell. J'adore le film, donc j'ai acheté le manga que je n'ai toujours pas lu, mais que je lirai un jour, et je lirai sûrement Ghost in the Shell 2 et 0.5 ou 1.5, je sais plus ce que c'est. Bref, l'entièreté du manga Ghost in the Shell qui, je crois,
a une philosophie un peu différente du film, un peu plus humoristique. Donc j'ai hâte de voir à quoi ça ressemblera. Et Lupin 3. Alors Lupin 3, c'est un classique du manga. J'avais envie de voir du coup ce que ça donnait parce que Kana pardon, ont sorti une anthologie il y a de ça quelques temps pour Lupin, donc c'est-à-dire un recueil d'histoires un peu hommage à Monkey Punch et à tout ce qu'il a pu faire pour Lupin. Bon, alors oui, je pense que les gens en ont assez parlé. En termes d'anthologie, c'est très très faible. Il y a très peu de textes explicatifs, de remise en contexte quant à ces œuvres-là. On te balance bêtement des chapitres sans beaucoup de contexte et je trouve ça vraiment dommage de fou pour une anthologie. Ça aurait pu être très très bien. À part ça, Lupin, bon, j'ai envie de regarder l'animé parce que l'animé me hype beaucoup. Je le ferai un jour. Je pense que c'est fou. Faut que je trouve le temps. Mais le manga, pour le coup, en fait, c'est trop cartoonesque pour moi. C'est trop vieux pour moi. J'ai des limites quand même. En vrai, c'est pas mon truc. Sincèrement, j'ai essayé. J'ai pas spécialement adoré ma lecture. J'ai pas spécialement kiffé ma lecture. Il y a quelques petites histoires qui sont sympas, mais je trouve ça trop. En fait, j'aime pas. Tout simplement, c'est pas mon style de manga, quoi. Je trouve ça trop cartoonesque. Et j'aime pas. J'aime pas trop trop Lupin, je suis désolé. Je pense que l'anime va me faire kiffer. Mais en tout cas, le manga, c'est trop daté, trop cartoonesque pour moi. Je suis vraiment pas fan de ce style-là. Donc ouais, c'est un peu dommage. Je suis désolé pour les fans de Lupin. Mais en tout cas, je pense sincèrement que l'anime a tout pour me plaire. Et j'irai regarder, je pense, la partie 3, 4, 5 ou 4, 5, 6, je sais plus, les plus récentes, qui ont l'air excellentes, même s'il me semble que la dernière fait un peu débat au sein des fans de Lupin. Donc ouais, premier contact avec l'œuvre de Monkey Punch, pas fou. Malheureusement, je suis un peu désolé pour les fans de Lupin, je dis rarement de mal des mangas que j'ai. Mais je pense que objectivement c'est très très bien. Je ne renie pas l'impact qu'a eu Lupin et la grandeur de cette œuvre. Simplement, ça ne me parle pas. Il y a des œuvres comme ça où ça te touche pas, tout simplement, quoi. Et Lupin fait partie de ces œuvres-là, malheureusement. Mais ça n'empêche qu'il y a des personnages qui m'ont l'air très cool et que j'ai hâte de découvrir en animé. Donc oui, je pense que Lupin, ça va être un gros oui en animé, mais en manga en tout cas, malheureusement, c'est un non. Allez, on passe à la suite, et je vais aller un peu plus vite parce que la vidéo commence à être un peu longue, hein, mine de rien. Alors là, c'est l'étage que j'appelle l'étage rafraîchissant, voilà. Il n'y a que des mangas feel good, voilà, tranquille, des mangas qui font du bien, voilà. Avec Grand Blue que j'ai arrêté d'acheter alors que c'était trop bien, voilà, je kiffais Grand Blue. Ça me fait beaucoup trop rire. Et il faudrait que je continue à les acheter, mais voilà, l'argent c'est pas limité non plus. Mais sachez que Grand Blue c'est vraiment trop trop marrant. Escala Yokohama, voilà, quand je parle de manga feel good, je parle de ça par définition, quoi. C'est tellement chill. Ce manga c'est vraiment genre l'équivalent d'un petit vent frais d'été, une petite brise d'été, alors que t'es allongé en face de la mer, quoi. Enfin, c'est rafraîchissant, c'est vraiment trop agréable, c'est une brise dans le visage, ce manga. C'est vraiment genre tu te poses, tu lis un manga qui te raconte des histoires de vie au bord de la plage, au bord d'une petite campagne et tout. Enfin, c'est trop agréable Escala Yokohama. Je ne peux que vous inviter à lire Escala Yokohama. C'est très court, ça fait très vite, mais ça fait du bien. Voilà, vraiment. Kaguya-sama Love is War, après, alors j'adore Kaguya-sama. Je trouve que c'est un des mangas d'humour qui me fait le plus rire avec Saiki Kusuo. Vraiment, c'est super drôle. J'adore la mécanique de chacun aime l'autre, mais va essayer de lui faire avouer ses sentiments avant l'autre, finalement. Je trouve ça super drôle, ça donne lieu à des situations vraiment extrêmement drôles. Il y a vraiment très peu de fanservice, si ce n'est quasiment pas. Et ça régale, franchement, un manga de comique romance presque sans fanservice, qui se base juste sur de l'humour qui marche, qui en plus raconte des vrais trucs finalement sur l'amour et sur la manière dont ça marche. Donc oui, il y a des vraies morales à en tirer. Et ça permet de passer un super moment, ça me fait rire à chaque fois. Et j'ai très hâte de voir la saison 3 qui va arriver très très bientôt. Vraiment, c'est un gros kiff Kaguya-sama et c'est le seul manga de romance comique comme ça que je lis. Je suis vraiment pas le public pour ce genre de trucs d'habitude. Mais celui-là, je sais pas pourquoi, tout le monde en parlait, ça m'avait un peu hypé, j'aimais bien le concept. Et bah, en effet, ça me parle beaucoup. Et c'est trop bien Kaguya-sama, vraiment. Pour continuer dans l'humour, Teenage Renaissance. Alors ça, putain. Oh, mais Teenage Renaissance. Oh la dinguerie. Genre vraiment, c'est un des plus gros regrets du Shonen Jump parce qu'il était arrêté en seulement 4 tomes. Alors que putain, il y avait un potentiel de fou furieux. Alors, j'adore l'art. J'adore l'art, vraiment. J'adore la peinture. J'adore la sculpture. J'adore l'art de la Renaissance et de toute cette période-là. J'adore l'humour, donc j'aime Teenage Renaissance. En gros, c'est quoi Teenage Renaissance? C'est une comédie romantique, donc du coup je viens de mentir, il y en a d'autres que je lis, mais bon, c'est très différent quand même. Une comédie romantique, sauf que les personnages sont des œuvres, des peintures, des sculptures célèbres. Notamment, on suit
David de Michel-Ange, la célèbre sculpture qui essaye de pécho Vénus, voilà, et c'est super drôle, il y a des personnages mythologiques qui se rajoutent là-dedans. Son meilleur pote c'est le mannequin piece littéralement, t'as la Joconde qui a un visage basique de waifu, mais qui quand elle est gênée, bah, prend le visage de la Joconde telle qu'on la connaît. Bref, c'est extrêmement drôle, vraiment. Les ressorts comiques me fument, le fait que David y prenne des poses cultes à chaque fois que il se passe une merde, le fait qu'à chaque fois qu'il y a une scène, à chaque fois que, le fait pardon, que l'humour se base sur, on te fait une représentation, une case qui reprend une œuvre culte, voilà, ça peut être une sculpture, un tableau, ce que tu veux, c'est vraiment extrêmement drôle. Ce qui est incroyable en plus, c'est qu'à chaque fois, tu as des petites explications. On voit que le mec est un grand amateur d'art. Et entre chaque chapitre, tu as les explications de où viennent, de quels tableaux sont euh, référencés, quels tableaux sont référencés dans l'œuvre, et sur quoi se basent les vannes, sur quels tableaux, sur quelles œuvres se basent les vannes, avec une petite remise en contexte. Donc moi, à chaque fois, ce que je fais, c'est que ben, je vais voir les œuvres en question, et je les compare avec la version qu'il y a dans Teenage Renaissance, et ça me fume de rire à chaque fois. Ça me permet de découvrir plein d'œuvres très stylées en plus. Enfin, bref, pour les amateurs d'art, pour ceux qui aiment rigoler, tout le monde aime rigoler, tout le monde aime l'art, eh ben, allez lire Teenage Renaissance, même si t'es pas friand d'art de base, peut-être que ça pourrait ouvrir tes chakras. Donc ouais, c'est un gros kiff, un des mangas d'humour préférés. Très dommage que ça se termine en seulement 4 tomes, parce que c'était vraiment court, mais un énorme kiff du début à la fin, et je pense que je pourrais relire ça beaucoup trop de fois, quoi. Et on a terminé cette étagère, enfin non en fait parce qu'il y a un truc après, j'ai pas vu. On va presque terminer cette étagère avec March Comes In Like a Lion. Bon alors, oula putain j'ai eu un petit stress parce que j'ai failli faire tomber mon PC portable qui tient sur qui tient sur mon étagère. Bref, c'est terrible. Mais du coup oui, March Comes In Like a Lion, si ma grande découverte de l'année, ma plus grande découverte de l'année c'était Junji Ito, et ben ma deuxième plus grande découverte de l'année sans aucun conteste, c'est bien March Comes In Like a Lion. Et bon, j'ai dit tout à l'heure que Escale à Yokohama c'était comparable à une brise d'été qui fait virevolter tes cheveux au vent alors que tu es allongé dans l'herbe, voilà concrètement. Là, c'est vraiment l'équivalent d'une bonne tasse de chocolat chaud en hiver devant un feu. Enfin, j'aime trop utiliser ces deux comparaisons-là pour définir ces mangas, c'est vraiment ce que c'est. March comme Like a Lion, ça parle de shogi. Voilà, alors c'est des échecs japonais en gros. Quand tu te dis ça, tu peux te dire que bon, c'est random, je m'en fous du shogi. Mais déjà, vous le savez, comme dans tous les mangas qui parlent d'un sujet en particulier, que tu penses t'en battre les couilles, et ben il va te faire s'y intéresser. Voilà, maintenant j'aime beaucoup le shogi, sincèrement. Et même au-delà de ça, ça traite les relations humaines d'une manière absolument incroyable. Ça parle de dépression, de perte, de deuil, de harcèlement, mais ça le fait vraiment d'une manière mais si douce, si bien amenée, même si aucun de ces sujets vous touche, même si bon, je pense que ça touche un peu chacun de nous, même si c'est d'une manière un peu moindre. Bah franchement, c'est super bien fait, c'est super bien amené. Il y a des petites représentations visuelles, des petites comparaisons visuelles qui sont faites pour représenter les émotions des personnages. Le manga est incroyable, l'animé l'est tout autant, si ce n'est encore plus. Le studio Shaft pour représenter les émotions des êtres humains, il est juste exceptionnel. Je peux que vous inviter à aller voir ne serait-ce que le premier ending de March Comes Like a Lion, qui en plus d'être musicalement incroyable, RPZ Bump of Chicken, euh, résume à lui seul ce que c'est que l'animé en termes de représentation visuelle pour définir les émotions des personnages. Bref, c'est incroyable, c'est super bien écrit. Les personnages ont un développement tous exceptionnel, on adore les suivre. J'ai rarement vu un personnage principal auquel je me suis autant attaché, je me suis autant défini. Bref, c'est incroyable, March Comes In Like a Lion. Je peux que vous inviter à aller voir l'animé, c'est dispo sur Netflix. Et si ça vous plaît, à lire la suite en manga. Je crois que c'est un manga qui a un rythme de parution assez désastreux malheureusement. Donc je pense que je vais attendre quelques temps avant de voir le tome 16 arriver. Il faut d'abord que je lise les tomes 11 à 15 parce que je ne les ai pas encore lus. Mais je pense que ça va être tout aussi fou que ce qu'on nous a déjà montré. Mais ouais, March Comes In Like a Lion, vraiment, deuxième découverte de l'année. À l'opposé total des horreurs de Junji Ito, hein, comme quoi on peut vraiment aimer de tout dans les mangas, si tant est qu'on est un peu curieux évidemment, mais c'est tout aussi exceptionnel. J'adore March Comes In Like a Lion, c'est putain une tasse de chocolat chaud auprès du feu en hiver, voilà, ça réchauffe le cœur. March Comes In Like a Lion, des fois ça te le fend, ça te le détruit pour mieux te le réchauffer après, et pour mieux te redonner confiance en la vie juste après. Enfin bref, c'est incroyable. Lisez, regardez, vous ne regretterez pas. En plus, à la fin de l'animé, à chaque fois, il y a des petits dessins à la fin de chaque épisode qui sont faits par d'autres mangaka célèbres, notamment Hitoshi Iwaki, auteur de Parasite, et c'est très stylé. Voilà.
Et du coup, on va terminer cet étage avec Look Back, un manga de l'auteur de Chainsaw Man, l'incroyable auteur de Chainsaw Man et de Fire Punch, Tatsuki Fujimoto, qui livre ici une pure merveille vraiment. C'est absolument brillant, Look Back. C'est un récit qui te prend par les tripes, qui est assez déchirant avec ce qui se passe au milieu du tome que je n'expliquerai pas ici, mais qui est porteur d'un message d'espoir et d'une vraie critique et à la fois d'une ode au manga et à la création. C'est un manga dont tu peux ressortir qu'avec le sourire ou avec l'envie de créer des trucs. Enfin, c'est assez spécial ce que tu ressens en lisant Look Back. En vrai, tout le monde le verra différemment, je pense. Mais en tout cas, moi, c'est ça que j'ai ressenti en lisant Look Back. C'est incroyable. Je pense que je le relirai de nombreuses fois parce que c'est vraiment juste beaucoup trop bien. C'est vraiment brillant, Look Back. Je peux que vous inviter à le lire. Vraiment, c'est court et vous ne le regretterez pas. Je pense que ça peut parler à tout le monde. Et ouais, Tatsuki Fujimoto est trop fort et il le prouve une fois de plus, quoi. J'ai hâte de voir les one-shots qui vont sortir bientôt. Là, ils vont éditer d'autres one-shots Kazé. Et j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Je sais plus si c'est Kazé qui les édite, mais en tout cas, ils sont édités en France et ça me régale. Allez, on passe à l'étage Shonen Jump. Voilà, l'étage dont je me suis désintéressé depuis quelques temps. Parce que le Shonen Jump, ça me fait un peu chier. La plupart des nouveautés qui sortent dans le Jump, ça me parle pas trop, mais j'y reviendrai. Donc là, on a. Vous avez vu que j'ai fait un petit truc avec des bouts de polystyrène pour les surélever et gagner un peu de la place. C'est assez terrible, mais ça marche à peu près. Bon, alors là, on a Burn the Witch, j'en ai déjà parlé. Chainsaw Man aussi, incroyable Chainsaw Man. Je vais me faire une relecture bientôt. Parce que je pense que le fait que ça soit sorti euh, d'une manière si espacée, pour un manga si dense, j'ai pas tout pigé dès le début et je pense qu'une relecture ça m'éclairera. Mais toujours est-il que j'ai été beaucoup touché par la fin qui est absolument exceptionnelle. Le tome 10, c'est une dinguerie. Le tome 9 aussi, des dingueries de mise en scène et de révélation. Et je pense que je kifferai le manga encore plus en le relisant. Après, on a Jutsu Kaisen. Rien de spécial à dire. J'aime bien sans plus. JJK, voilà. J'ai pas pu aller voir le film parce que j'étais covidé, mais je pense que je vais aller le voir bientôt. Peut-être que je l'aurai vu à l'heure où vous regarderez la vidéo. Et ça va sûrement être très très cool. Voilà, bien animé et tout, mais à part ça, un peu osef, je pense. Après, on a donc, j'arrive pas à voir, c'est quoi? C'est Kaiju numéro 8. Bon, bah voilà. Une des nouveautés du Jump qui m'en touche une sans faire bouger l'autre, on va dire. Je pense que parmi celles dont je vais parler maintenant, c'est celle qui s'en sort le mieux. C'est cool, c'est prenant, c'est sympa, je pense que ça a un potentiel. Simplement, ça m'intéresse pas plus que ça, je pense que je continuerai pas. Mais en vrai, c'est pas mal, Kaiju numéro 8, c'est pas mal. Je pense qu'il y a eu quand même un trop gros matraquage médiatique pour ce que c'est. Cela dit, ils ont réussi leur objectif communication, ça se vend très bien, et tant mieux pour eux. Voilà, moi j'aime bien sans plus, je compte pas acheter la suite. Après ça, on a Mashal. Alors là, c'est de pire en pire. Hein. Mashal, bon, moi je pensais que ça allait être un truc full humoristique, etc. Le fait est que Mashal, ça se donne des ambitions un peu shonenesques. Bon, qui encore une fois, je m'en fous un peu, quoi. Je m'en fous un peu de Mashal, c'est ça le problème. Encore une fois, je suis aigri, hein. Ça me touche pas, mais je suis aigri. Mais en vrai, je pense que c'est vraiment pas mal. C'est rare de voir des mangas qui prennent le parti de faire une école de magie un peu à la Poudlard comme ça. Et en vrai, l'idée est bonne, le concept est cool. Juste, moi, je m'en fous un peu. Ça me touche plus trop les shonen comme ça. Euh, je suis pas aigri sur les shonen, hein, vraiment, genre Die, ça me fait kiffer de fou. Mais c'est pas genre ce que font le Jump récemment. Je suis pas spécialement fan des mangas qui sont édités dedans. Et Mashle, je sais pas, je saurais pas dire exactement ce qui fait que je suis pas fan de Mashle. Mais bon, voilà, ça me touche pas particulièrement, quoi. Après, on a My Hero Academia, voilà, je m'en fous un peu. On a déjà parlé, My Hero Academia, c'est très bien. Le film récent, là, était vraiment très sympa. Et il faudrait que je rattrape. Il faudrait que je rattrape l'animé. J'ai pas vu la saison 5. Les fans en disent du mal à cause de la censure et tout ça. Donc, ouais, c'est un peu dommage. Mais franchement, j'ai la flemme de les acheter. Ni l'argent, ni la motivation. Donc, j'irai sûrement regarder la saison, même si, bon, du coup, ce sera un peu me gâcher l'arc My Villain Academia, si j'ai bien compris. Mais en tout cas, mes machas, c'est cool. Hein. J'ai dit que je m'en fous, mais en vrai, non, c'est cool les machas. Je me fous d'acheter la suite, mais à l'animé, je suis ça avec plaisir, il n'y a aucun problème. Après, bon, écoutez, là, on s'en fout du Naruto, du Samurai 8, rien à foutre, on va pas se mentir. Undead Unluck, alors voilà, tiens, là, c'est vraiment la descente aux enfers du Jump. Hein. Kaiju numéro 8, c'est sympa, juste, je m'en fous. Mashal, bon, je m'en fous encore plus, mais ça reste sympa. Par contre, Undead Unluck, bon, moi, j'accroche pas du tout. Hein. J'accroche pas du tout à Undead Unluck, je suis désolé. Alors, point positif, il y a un système de combat qui a l'air intéressant. Vraiment, ça a l'air très très cool. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs de fou avec ce système de pouvoir. C'est vraiment genre bien pensé. Après, bon, je suis pas fan des chara design. Je suis pas spécialement fan du style de dessin à 100%. Je trouve l'univers d'une fadeur assez inégalée. Je trouve ça très très fade vraiment. Et le fan service, bon, rien que le concept même du truc, je vous laisserai vous renseigner, mais c'est bon quoi. Genre, franchement, flemme à un moment. À partir du moment où je te touche, je deviens puissant. Ouais, c'est bon quoi. Pitié, genre.
Je veux pas ça. Je suis aigri, mais vraiment, de Luck, ça m'ennuie, genre, c'est dommage, parce que je pensais que ça avait l'air stylé. En effet, je pense que, comme tout univers, faut lui laisser le temps de se développer pertinemment. Je sais pas pourquoi je dis pertinemment, lui laisser le temps de se développer comme il faut pour que ça devienne pertinent. Mais j'ai pas envie de lui laisser cette chance-là, en fait, ça m'a saoulé. Je pense que oui, ça devient sympa plus tard. Je pense que le système de combat offre des trucs assez cool, des chorégraphies cool, des concepts cool. Mais en fait, j'ai juste pas envie, quoi. J'ai pas envie de découvrir ça. Je pense qu'il y a mieux ailleurs et que c'est pas spécialement nécessaire de continuer Dead Unlock. Je rate peut-être quelque chose, mais en vrai, je m'en fous. Je m'en fous de le rater, tout simplement. Désolé aux fans d'Undead Unlock. Je pense que votre truc est cool, mais ça m'intéresse pas, quoi. Voilà. Allez, on passe à l'un des derniers étages. On va y arriver, bordel, après tout ce temps. Quelques petits trucs à dire de sympa sur cet étage-là. Alors, on a beaucoup de livres, voilà, déjà. On a beaucoup de documentaires, de documentation, de livres documentaires, d'artbook, tout ça. On a du coup du Berserk Illustration Files que j'ai acheté récemment. Incroyable. Alors, c'est un vieil artbook qui se base que sur l'âge d'or et un tout petit peu au-delà, vite fait. Cela dit, il y a quand même déjà assez de dinguerie dans l'âge d'or pour faire un artbook avec ce qu'il y a. Vraiment, c'est très très beau. C'est incroyable, j'adore le style d'illustration de l'âge d'or. Un peu médiéval, heroic fantasy, bien à l'ancienne, avec un gut, avec son épée de l'âge d'or que j'aime énormément, du Griffiths, de la Casca, enfin bref, j'adore les illustrations de l'âge d'or. Ça fait aussi office de guidebook, mais bon, il n'est pas spécialement intéressant en tant que guidebook. C'est surtout pour les artworks que c'est fou. À côté de ça, on a le Young Animal, eh oui, le Young Animal de Berserk. Incroyable, évidemment, incroyable. Putain, faut qu'on en parle, hein. Faut qu'on en parle, évidemment. Kentaro Miura s'est éteint il y a de ça un an, presque un an. Évidemment, vous vous en doutez, cette nouvelle m'a absolument détruit. Je pense que je me souviendrai toute ma vie de ce jour random où je me lève avant d'aller en cours, que je vois la nouvelle sur Twitter et que j'ai passé une journée de merde. J'ai quasiment parlé à personne, j'étais genre dépressif, c'est terrible. J'ai toujours du mal à m'en remettre de la mort de Miura, mais je pense que j'ai réussi à l'accepter depuis ce temps-là. Je me dis qu'évidemment Berserk, même si Miura s'est tragiquement éteint, même si c'est terrible, je pense que le plus important c'est évidemment le chemin, tout ce que Berserk nous a offert comme dinguerie, et le meilleur hommage qu'on peut faire à Miura et à son œuvre, c'est de lire, relire, analyser, kiffer Berserk, relire tout le temps ces 41 tomes, bientôt 41 tomes, parce que vraiment Berserk c'est incroyable du début à la fin, et sincèrement la fin qu'il nous a offert, moi, j'aimerais bien que ça ne reprenne pas, Berserk, vraiment. Parce que je trouve que le dernier chapitre, il s'arrête sur un truc qui est genre incroyable. Je vais pas spoiler, évidemment, mais c'est un chapitre qui nous laisse un dilemme moral, qui nous permet de nous imaginer la suite et comment ça pourrait se terminer. Et je trouve vraiment que pour terminer l'œuvre, c'est un chapitre qui est... Alors évidemment, c'est pas ce chapitre-là qui était censé terminer l'œuvre de base, mais je trouve qu'en tant que chapitre final, il est genre d'une pertinence assez folle en vrai. C'est d'un symbolisme fou de terminer Berserk là-dessus, je trouve. Et ce qui me fascine, c'est le fait qu'on n'aura pas la réponse à ce qui se passe après ce chapitre-là, et que c'est à nous de l'imaginer. Et franchement, je trouve que ça marche très bien. Limite, ça pourrait marcher comme une fin ouverte. Je suis très sérieux, je trouve ça trop trop intelligent. Donc ouais, évidemment, c'est pas incroyable non plus. C'est une fin qui est brusque parce que Miura s'est éteint. Mais je trouve qu'elle fait le taf et qu'évidemment, au-delà de tout ça, le plus important, c'est le chemin. Et que putain, mais quel chemin. Vraiment, Berserk, c'est le manga qui m'a le plus touché de tous les temps. Je vais bientôt le relire. Je vais bientôt relire Berserk. Parce que j'en ai envie, j'en ai besoin. Je l'ai pas fait depuis la mort de Miura et j'ai vraiment besoin de relire Berserk. Ça coïncidera en plus avec la sortie du tome 41 que j'ai en théorie commandé en édition collector parce qu'il le faut. Et du coup, ouais, bref, tout ça pour dire que je me devais de prendre ce Young Animal du dernier chapitre de Berserk. Voilà. Alors, Young Animal, c'est un magazine un peu. Bon, voilà. Hein. C'est assez terrible, Young Animal. On comprend pourquoi Berserk est publié là-dedans, même si bon, il y a aussi March comme Like a Lion là-dedans, et je comprends pas ce qu'il fout là, c'est assez bizarre. Bref, il est un peu imprimé avec le cul, relié avec le cul et tout, mais je me devais de l'avoir pour avoir ce magnifique dernier chapitre dans sa parution originelle. C'est tellement symbolique pour moi que je me devais vraiment de l'acheter. Je suis très très content de l'avoir parce que voilà, il y a une planche qui est absolument dingue dans ce chapitre et je me devais de l'avoir en physique pour l'hommage, pour l'honneur et pour toutes les sensations que pour toutes les émotions que ça me procure. Je suis super content de l'avoir. Donc voilà, Berserk évidemment, énorme dinguerie. Enfin, dinguerie c'est trop pour dire Berserk en fait. Genre, j'ai même pas de descriptif pour dire à quel point Berserk c'est un chef-d'œuvre quoi.
ça me touche directement au plus profond de mon cœur, et depuis que Miura est décédé, ça me touche encore plus. Enfin, c'est... Berserk, voilà, Berserk. Et pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'il y a que 7 tomes ici, 8 tomes ici, parce qu'en fait j'ai un PLV de Berserk que je vais vous montrer maintenant. Allez, on est des fous, où tous les tomes sont entassés ici. Hop. Et c'est très bien parce que ça me permet de gagner de la place sur mon étagère tout en les exposant d'une manière très stylée, je trouve. Donc très content de ce PLV Berserk. Et du coup ça fait que sur mon étagère il en reste que 8, que du 33 au 40. Mais c'est quand même cool. Et puis vous avez vu qu'il y a le Gigantomachia, un one-shot de Kentaro Miura, qui est plutôt sympa en vrai. C'est un peu du mecha mélangé avec de l'heroic fantasy, et je trouve ça vraiment trop bien en vrai. Gigantomachia, c'est très cool. Et j'achèterai bientôt les autres spin-offs, les autres one-shots de Miura, notamment Japan, je pense. Ça a l'air d'être très cool. Et ouais, parce que je veux faire vivre l'univers de Miura le plus longtemps possible. Je veux découvrir tout ce que ce mec a fait parce que ça me fascine quand le type est trop fort. Et ouais, Berserk, ça représente tellement pour moi. Et j'ai hâte, vous savez pas comment j'ai hâte de lire le tome 41. Je pense que je vais chialer en le lisant, genre putain, c'est fou depuis le temps que je l'attends, et me dire que ce sera le dernier qui a été fait par Miura en tout cas. Ça va être fou, j'ai si hâte de l'avoir entre mes mains, bordel. Ça va être une sensation, je pense, très spéciale. Très spéciale. J'ai hâte et pas hâte à la fois. Bah bref. Ici, on a donc les tomes de Monster dont j'ai déjà parlé, les tomes d'Asadora dont j'ai aussi déjà parlé. Il y a du 20th Century Boys qu'un pote m'a filé parce qu'il l'avait en double, merci beaucoup mon ref. Je les lirai, je vais les acheter et je vais les lire. Peut-être pas maintenant parce qu'il faut que je trouve de la place et de l'argent. Mais je lirai 20th Century Boys, au pire je me les ferai prêter, mais ça a l'air stylé. J'ai aussi lu Pluto entre temps qu'on m'a prêté, hein, je l'ai pas ici, mais Pluto c'est très bien. Hommage à Astro Boy de Naoki Urasawa, vraiment c'était trop bien Pluto. Voilà, rien de spécial à dire. Ma figurine de Ryuk, à qui il manque une aile, c'est terrifiant. Je suis vraiment un gosse, je sais plus comment je l'ai fait tomber en vrai. Sûrement en prenant un manga d'une manière un peu trop brusque. Je suis désolé mon ref, vraiment tu mérites pas ça. J'essaierai de te recoller un jour. On passe à l'avant-dernier étage qui est une étagère... j'arrive plus à parler. À l'avant-dernier étage qui est un étage assez différent des autres, puisque là on ne retrouve que des Blu-ray, que des DVD. Donc on a du Ghibli, on a du Evangelion que je n'ai pas encore regardé. Faut que je me chauffe un jour à ma télé Rebuild. Et je les ai vus genre les deux pour 5 euros. Je me suis dit, 1.0 et 2.22 pour 5 euros, moi je fonce, vraiment, je vais les regarder bientôt. Promare, on a des enfants du temps, Ride Your Wave absolument exceptionnel, Masaki Yuasa, à qui on doit Devilman Crybaby et tant d'autres dingueries, Mind Game, Lou et Lily Sirène, tout ça, est un de mes réalisateurs préférés, il est trop fort, Ride Your Wave, c'est incroyable, c'est super bien animé, ça traite le deuil d'une manière, d'une manière absolument folle, c'est juste brillant, Ride Your Wave. Perfect Blue, voilà, un immense classique. Du film Dragon Ball, les OAV de Jojo dont j'ai déjà assez parlé sur la chaîne, et tous les Blu-ray de Jojo, voilà, qui sont sortis à l'heure actuelle, suivis de My Hero Academia et du Yu Hakusho. Voilà, rien de spécial à dire. Je suis content de ma collection de Blu-ray, j'en ai pas énormément, mais quand une œuvre me plaît, je l'achète en Blu-ray, parce que je pense que c'est cool d'avoir ses œuvres préférées en Blu-ray, pour pouvoir en bénéficier dans les meilleures conditions. Voilà. Et du coup, ça y est, je commence à fatiguer un peu, bordel, ça fait plus d'1 heure, je crois. On arrive du coup à la dernière étagère, au dernier étage plutôt, qui est dédié à Kingdom. Voilà, Kingdom, incroyable évidemment. Alors, en termes de rangement, c'est moins incroyable. Je sais pas quoi en foutre. Il y en a trop qui sortent, ils sont trop gros. Bon, là, ça va ralentir du coup parce que ça y est, on a rattrapé les Japonais. D'ailleurs, ils ont arrêté mon abonnement sans aucune raison, Mayan. Vous craignez un peu les refs. J'ai été les prendre en librairie alors que je suis abonné. Expliquez-moi, s'il vous plaît. Bref, Kingdom, c'est un peu le bordel pour les ranger. Il y en a dans toutes les boîtes que vous voyez. Là, c'est rempli de tomes. Et là, du coup, c'est un peu le bordel. Voilà, peut-être qu'un jour, quand je déménagerai ou quoi, quand j'aurai mon appart ou quoi, j'aurai de la place pour mettre les Kingdom. Là, pour l'instant, ça peut tenir comme ça parce que ça va être plus long à sortir qu'avant. Et je m'arrangerai pour trouver de la place. En dehors de ce problème de mec insupportable, Kingdom c'est évidemment incroyable. Je suis pas très fan de ce qui s'est passé avec Kyukai là dans les derniers tomes. Enfin, pas fan de ce qui s'est passé avec Kyukai, juste je suis pas très fan de Star Class, c'est sympa sans plus quoi. Mais ça repart de plus belle, là on part sur de la bonne grosse guerre, de la bonne grosse bataille qui s'annonce absolument dantesque. Kingdom, voilà, c'est le manga avec des grosses batailles rangées, des gros conflits géopolitiques, des gros développements de personnages, des gros personnages qui foutent la hype, qui te font peur, Oh là là, mais c'est trop bien Kingdom, vraiment c'est incroyable, mais ça tout le monde le sait, je pense que tous les lecteurs de Kingdom le savent. Et Kingdom commence à avoir
une sacrée renommée, un certain prestige auprès des lecteurs de manga, même ceux qui ne l'ont pas lu. Parce que tout le monde sait que Kingdom c'est incroyable, et je peux vous le confirmer, Kingdom c'est fou. Évidemment, ça me fout le seum de devoir attendre les tomes maintenant, parce que j'avoue que avoir ces 4 tomes de Kingdom tous les 2 mois, ça permettait de mieux apprécier l'œuvre, parce que je pense que lire Kingdom par salve de 4 tomes, c'est bien plus agréable que d'attendre les tomes un par un, ou pire, lire les chapitres chaque semaine. Je pense que Kingdom, ça se prête absolument pas à un tel rythme de parution. Donc ouais, du coup, je pense que j'apprécierais moins Kingdom désormais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ferai une relecture un jour, d'ici quelques années, quand tout sera sorti. Parce que putain, je pense que lire Kingdom d'une traite, du début jusqu'à la fin, ça doit être une expérience proche du divin, voilà. Parce que Kingdom, vraiment, j'ai oublié tellement de trucs, alors qu'il y a tellement de trucs de fou, et tout est bien pensé, tout est bien écrit, encore une fois. Il y a plein de batailles incroyables dans Kingdom, je sais même plus ce qui se passe, dans quelle bataille et tout, enfin ça remonte, parce que ça fait longtemps, mais tout était fou. Vraiment, Kingdom, incroyable. Le manga de Chad par excellence, qui me fait kiffer à chaque fois. Et bah ouais, on attend le tome 63, il me semble, ou 62, je sais plus. J'ai très hâte, même si putain ça va être frustrant de se dire que ben putain ça va être si long pour voir la fin de ces batailles qui s'étendent déjà sur tellement de tomes. C'est un rythme de parution catastrophique, Kingdom. Enfin, c'est un rythme de parution comme tous les autres mangas, mais je trouve que pour ce qui se passe dans Kingdom, pour la proposition de Kingdom, c'est un rythme de parution qui est juste désastreux. Et, et ça me fout le seum de me dire que ça y est, on doit rattraper les Japs, et que maintenant Kingdom ça va être vraiment un plaisir très très fugace. Voilà, j'ai du mal à parler, comprenez-moi, ça fait 1 heure, putain. Au début j'articulais bien, mais là ça devient un peu compliqué. Bref, je vais me lever, et je vais donc pouvoir enfin en terminer avec cette très longue vidéo Mangatech. À la fin de l'étagère 1, je m'étais dit tranquille, il n'y a que 13 minutes, 13 ou 14 minutes, je sais pas pourquoi je parle comme ça, je deviens fou. Ça va être une vidéo plus courte et tout, bah final non. J'ai passé 40 ans sur Dai, 40 ans sur SNK, 40 ans sur Lovecraft, 40 ans sur March comme Like a Lion, 40 ans sur Berserk, et du coup, ben voilà, c'est vite monté, hein, mais c'est pas grave, c'est la passion, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ce moment en ma compagnie vous aura plu, cette longueur en ma compagnie vous aura plu. Vous êtes habitués avec moi, de toute façon, il y a de moins en moins de vidéos, donc quand il y en a, autant que le plaisir dure. Si c'est un plaisir, j'espère que oui en tout cas. Bref, j'ai compté entre-temps, j'ai 686 mangas, il me semble, parce qu'il y a eu quelques cuts à chaque fois, parce qu'il faut que je me repose un peu. C'est dur de parler 1 heure comme ça, plus de tenir le micro et le téléphone. J'ai pris quelques pauses, c'est pour ça qu'il y a des fois quelques petits cuts un peu bizarres dans la vidéo. Mais bref, tout ça pour dire que oui, du coup, je suis à peu près à 700 mangas. Ça commence à causer, hein, voilà. Là, je pense que je vais beaucoup ralentir la cadence d'achat de manga, parce qu'il va falloir que je commence à mettre de côté pour mes études. Je vais vous dire les détails de tout ça, parce qu'on s'en fout. Mais ça pour dire qu'il y aura beaucoup d'éléments qui font que je vais acheter moins de mangas qu'avant. Donc je pense que c'est la dernière fois qu'il y aura une telle évolution sur la mangatech d'une année à l'autre. Mais en tout cas, là, ce que j'ai prévu, c'est de continuer à acheter les petites sorties tranquilles. Acheter les tomes de One Piece, acheter les tomes de Slam Dunk. Et à part ça, je pense pas commencer d'autres séries pour l'instant. C'est un peu terrible, voilà, il y a plein de séries que je voudrais lire, mais que je ne peux pas par manque d'argent, par manque de place. Mais à la fois, la culture, c'est ça. Moi, j'ai pas envie de lire de scan parce que ça me plaît pas, j'aime pas ce modèle-là, je prends moins de plaisir à lire en scan. Mais voilà, l'art, la culture, c'est ça, il faut savoir faire des traits sur les œuvres. Il faut savoir faire des traits sur des œuvres pour en lire d'autres, malheureusement, c'est toujours une question de sacrifice, là, on peut pas avoir accès à tout. Et c'est triste, hein, c'est triste, mais on se dit que voilà, malgré le fait qu'on passe à côté d'œuvres comme, genre, moi j'ai envie de lire Vinland Saga, par exemple, j'ai envie de lire Rakai Blues, par exemple, j'ai envie de lire plein de trucs, mais je passe à côté parce que ben, j'ai ni l'argent ni la place, mais voilà, c'est pas grave, je découvre d'autres trucs comme du Junji Ito, Marche comme Zine avec Lion, enfin voilà, l'art c'est une question de choix, voilà, qu'est-ce qui vous fait le plus envie à un point donné, et il faut savoir faire des sacrifices, de toute façon c'est comme la vie est faite de sacrifices pour apprécier des trucs, voilà. C'est un peu bizarre comme conclusion, mais c'est pas grave, vous comprenez l'idée. De toute façon, dans tous les cas, si vraiment j'ai envie de lire un truc de fou, je lirai en scan ou je regarderai l'animé. Mais les mangas, c'est vrai que ça devient un petit peu compliqué de pouvoir tout acheter. Bref, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous possédez dans votre mangatech, les avis sur les mangas, les avis que vous avez sur les mangas desquels j'ai parlé dans cette vidéo, ça m'intéresse. Je pense qu'il y aura du débat pour certains d'entre eux sur du Undead Unluck, sur du Mashle, sur du SNK, sur du Demon Slayer, sur du JJK. Je pense que voilà, il y aura quelques petites confrontations dans les commentaires. Mais c'est pas grave, je suis ouvert au débat. Et évidemment, chacun des mangas que j'ai cités est objectivement très bon, bien sûr. Il n'y a pas de souci là-dessus. Même pour SNK, c'est objectivement très bon. Hein. Même si vous me direz que la fin est claquée, vous êtes des menteurs. Bref, je pars en couille, ça fait 1h10 que je tourne, je pense. Donc je vais m'arrêter là. Merci d'avoir suivi la vidéo. C'était un gros kiff. On se donne rendez-vous bientôt pour
une vidéo sur Junji Ito que j'ai prévue depuis tellement longtemps, que je taffe depuis tellement longtemps, et qui j'espère vous plaira. Peut-être que d'ici là, il y aura eu des dingueries par rapport à Jojo, vu que le Jojo Magazine sera sorti. Donc on en reparlera sûrement bien assez tôt par rapport à la partie 9, à Rohan, j'en sais rien. On verra. Bref, portez-vous bien, n'oubliez pas que Jojo c'est quand même vachement bien. Berserk aussi, et Junji Ito aussi. Allez, salut tout le monde, portez-vous bien, et la passion. Ouais.